Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la plénière de clôture des Imaginales de l'habitat fertile d'Est Métropole Habitat. C'est beaucoup de joie de vous retrouver ici, chers collègues et chers partenaires, après 2 semaines passées ensemble ou presque, après 2 semaines de réflexion, de débat et de propositions. Parce que nous allons enfin pouvoir vous partager tout ce que vous nous avez donné. Et c'est, je dois le dire, aussi un petit pincement au cœur de savoir que tout se termine aujourd'hui, ou presque, parce que vous allez voir, en fait, tout commence. C'est une chance de vous retrouver ici, à quelques pas de l'ENSAL, où nous avons lancé il y a 2 semaines ces Imaginales, dans les locaux de l'ENTPE. Et c'est une chance et un plaisir de les clôturer avec Emmanuel Cos, président de l'Union sociale pour l'habitat, qui nous rejoindra en visio dans quelques minutes. Cécile Delhomme, directrice de l'ENTPE, qui devrait elle aussi nous rejoindre, cette fois-ci en présentiel, dans quelques minutes aussi. Renaud Père, vice-président de la métropole à l'habitat et au logement social, qui nous a préparé une petite vidéo que l'on vous diffusera durant cette plénière de clôture, et Cédric Van Stevendel, maire de Villeurbanne et président d'Est Métropole Habitat. Et c'est une chance aussi de le faire avec vous, chers étudiants de l'ENSAL et de l'ENTPE, et jeunes en service civique qui allaient ponctuer cette heure et demie de clôture. Alors avant toute chose, peut-être se rappeler ce que sont ces Imaginales. Ces Imaginales, c'est d'abord une envie de partager avec vous, partenaires et collègues, un moment positif, et j'insiste vraiment sur positif, de réflexion sur les solutions à mettre en œuvre dans les prochaines années pour entretenir, réhabiliter, aménager et construire. En pensant à nos investissements futurs, mais aussi, bien sûr, à notre gestion présente. Et c'est un clin d'œil tout particulier à Jean-Pierre Arzac, locataire d'Est Métropole Habitat, qui a participé à notre première heure fertile intitulée Concertation et permanence architecture. Monsieur Arzac, votre message a été reçu 5 sur 5. Il faut que l'on parle de l'avenir, mais il faut aussi s'occuper du patrimoine existant et nous allons nous y atteler. Les Imaginales, c'est aussi le bon moment parce que nous sommes dans un moment qui nous oblige. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la réplique culte du film La haine de Mathieu Kassovitz. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et nous savons où nous mène la crise climatique. Nous devons freiner cette chute dans laquelle nous sommes entraînés et nous devons créer les conditions d'un atterrissage en douceur. Pour cela, nous, les acteurs du logement, on a une responsabilité parce que nous sommes une partie de la réponse. Le logement, il offre des marges de manœuvre importantes en termes de baisse des gaz à effet de serre et d'utilisation de matériaux plus durables et moins polluants. Donc, on se doit d'agir. Alors, on doit engager cette transition, oui, mais en ayant aussi à l'esprit que les besoins en logement, et les besoins en logements sociaux en particulier, sont importants, qu'ils ne cessent d'ailleurs de croître, que nos moyens, à nous, bailleurs sociaux, ne cessent de se réduire, comme ceux aussi de nos locataires d'ailleurs, et que le temps presse. Alors notre responsabilité aujourd'hui, c'est donc de faire probablement mieux, mais avec moins. Il faut donc que l'on fasse autrement, que l'on entretienne, que l'on réhabilite, que l'on construise autrement. Et je vais faire mienne la formulation de Fabrice Denis lors de la 2e heure fertile sur la conception frugale, qui nous a dit « Travaillons sur le régénérer, rénover, réhabiliter, réemployer ». Je vous laisse poursuivre la liste. Elle peut être assez longue et vue comme ça, je pense que l'étendue des possibles est juste immense. On doit aussi faire tout ça avec la conviction, comme bailleur social, que l'on doit conjuguer transition écologique et transition sociale. Parce que pour réussir la première, il va nous falloir réussir la seconde. Parce que parler de transition écologique, c'est aussi parler de politique publique avec un fort impact social, la mobilité, la santé, l'insertion, les solidarités, etc. Alors pourquoi aujourd'hui, vous me direz, lancer ces Imaginales ? Parce que finalement, ces Imaginales, elles s'inscrivent dans un processus au sein d'Est Métropole Habitat, celui de notre projet stratégique Permis d'agir, qui pose comme ambition forte celle de réaliser notre Big Bang écologique. Alors, on a commencé à trouver des grandes idées, ce vers quoi nous souhaitions aller, vers un patrimoine net en carbone, mettre le végétal au cœur de nos projets, lutter contre la précarité énergétique, réduire de manière drastique les déchets, travailler à la création de nouvelles filières et puis, en s'imposant en tant qu'entreprise, d'être nous-mêmes exemplaires sur ce sujet. Alors, vous allez me dire comment on fait tout ça ? Eh bien, ce sont avec les engagements que nous allons prendre.
La chance que nous avons, c'est que nous ne partons pas de rien, et on l'avait déjà souligné lors de la plénière d'introduction, et ça a été dit aussi dans les différents ateliers, parce que depuis 10 ans, Est Métropole Habitat a engagé une partie de sa stratégie sur l'habitat et sur l'habité, avec des expérimentations sur des sujets aussi divers que les sujets environnementaux, techniques, sociétaux, sur des thématiques autant sur la réhabilitation que sur la construction, et en le faisant de manière partenariale, notamment avec nos partenaires du GIE La Ville Autrement, Rhône-Saône Habitat, la Fondation Aralis, Alinea et la SVU, et je veux ici les saluer parce que je sais qu'ils sont connectés. Dans ce contexte, les entreprises, les architectes, les bureaux d'études, ils ont toujours répondu à nos demandes. Et ça, je crois qu'il faut le souligner, alors que parfois, ces demandes, elles étaient complexes, pas toujours très très claires, et souvent on leur a demandé de réagir dans des délais assez tendus. Et je tiens à les remercier pour leur soutien au long cours. Et nous avons eu aussi la chance d'avoir le soutien des collectivités, soutien qui ne s'est jamais démenti durant toutes ces années, que ce soit celui de la métropole de Lyon et bien évidemment aussi des communes de l'Est lyonnais. Donc à elles aussi un grand merci. Alors ce que nous avons accompli tous ensemble, je crois qu'il faut se le rappeler, car c'est ce qui est aujourd'hui un magnifique point d'appui à notre prochaine étape. Alors, on peut citer, et c'est bien sûr pas forcément exhaustif, la réhabilitation Énergie Sprong des 1000 logements à Vaux-en-Velin, la construction de deux modules logements en bois pour des sans domicile fixe en sortie d'hospitalisation, la réalisation de 28 logements sociaux à Villeurbanne en façade à ossature-bois, la construction d'une résidence intergénérationnelle de type Baba Yaga à Saint-Priest, qu'on a eu le plaisir d'inaugurer hier soir, la construction d'un centre d'hébergement d'urgence dans une ancienne église sur la commune de Villeurbanne, le réemploi de 5% de matériaux issus d'une démolition, celle du bâtiment Croix-Luiset, pour les réintégrer sur l'opération de l'autre soie. La réalisation en un an de 100 places d'hébergement, là aussi sur l'autre soie, en habitat mobile et modulaire. Et puis la volonté que nous avons d'avoir toujours sur nos programmes des tiers-lieux. Et aujourd'hui, on est environ sur 4% de tiers-lieux sur l'ensemble de nos réalisations. Alors, fort de tout cela, on souhaite aujourd'hui enclencher cette deuxième étape qui se fera nécessairement avec vous qui nous avez aidés pendant ces 2 semaines à préciser notre pensée, à décaler notre façon de réfléchir, mais aussi à proposer quelques actions vraiment dingues. Alors, pas toutes directement applicables, on le verra, mais quand même, quand même dingues. Et c'est Paul Sachot qui vous en partagera quelques-unes tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir mis votre imagination au service de notre projet collectif. Alors d'ici quelques minutes, je vais vous donner un avant-goût de ces engagements avant la publication au cours du premier trimestre 2022 d'un livret de l'habitat fertile qui sera notre feuille de route précise et opérationnelle pendant ces prochaines années. Ce que l'on souhaite avec la publication de ce livret, c'est vraiment de donner à voir de toute la matière de ces imaginales et j'allais dire dans un souhait de la mettre, cette matière, au service de l'intérêt général. Parce qu'en tant qu'office public, nous sommes au service des politiques publiques, bien sûr, mais nous sommes aussi animés, je crois, des valeurs de l'intérêt général et de la solidarité et qu'il est important pour la collectivité, au sens générique du terme, de partager, de mettre notre expérience au service de tous. Voilà, alors c'est à ce moment-là normalement que Cécile Delhomme devait nous rejoindre pour prononcer un mot d'accueil, donc nous l'excusons, elle nous a indiqué qu'elle ne pouvait pas nous rejoindre tout de suite, elle est retenue par un impératif professionnel, mais on espère qu'elle pourra nous rejoindre d'ici la fin de la séquence. Et donc sans plus tarder, on va lancer la vidéo des Cités d'Or. Alors juste un petit mot d'introduction, nous avons déjà, pour ceux qui étaient présents lors de la plénière d'introduction, visualiser 2 vidéos des Cités d'Or, mais il nous paraissait intéressant pour tous de vous en représenter une aujourd'hui. Donc la vidéo que l'on a choisie, c'est celle qui s'appelle « Des vidéos plus inclusives et plus agréables ». Donc c'est une vidéo réalisée par les jeunes des Cités d'Or. Alors vous verrez, elle a un petit côté slamé qui va aussi rappeler la plénière d'ouverture de ces imaginales. La ville de demain, je la vois plus inclusive, moins ghettoisée.
Je la vois avec des loyers abordables, des personnes de tous les milieux sociaux, peu importe la rue que j'emprunte. Je la vois avec des familles nombreuses, des smicards qui vivraient en plein centre et vice-versa. Je la vois avec des accès simplifiés pour les handicapés, des transports qui lieraient tous les quartiers et les campagnes alentours. Parce qu'on a besoin de se croiser, de se connaître, de se reconnaître, sinon autant aller vivre à la campagne. La ville de demain, je la vois comme un lieu où chacun se sent inclus, où chacun puisse trouver sa place. Un lieu où l'origine, le genre ou la religion soient aussi bien pris en compte que fondus dans la diversité. Ma ville idéale, ce serait une ville qui me donnerait vraiment envie d'y vivre, avec des bâtiments qui seraient construits, avec des techniques vraiment éprouvées pendant des années, avec des bons matériaux, plutôt nobles comme la pierre, le bois, même l'acier. Une ville où les bâtiments seraient bien isolés phoniquement, pour mieux vivre ensemble, pour ne pas déranger ses voisins. Même, pourquoi pas, des bâtiments à énergie positive qui permettraient de faire des réelles économies au jour le jour. La ville de demain, je la vois propre, entretenue, agréable à regarder, agréable à sentir, agréable à vivre. Personne n'a envie de prendre soin d'un immeuble délabré ou d'une rue pleine de déchets. La saleté appelle la saleté. La propreté appelle la propreté. Je me sens plus en sécurité dans une ville propre et bien éclairée. J'évite les endroits délabrés. Pour moi, la beauté, c'est pas un luxe de riche, c'est une nécessité. Peu importe qu'elle passe par des œuvres d'artistes reconnus ou par du street art, c'est l'affaire de tous. Alors nous y voilà, s'achève aujourd'hui 2 semaines d'une richesse folle pour penser l'habitat et la ville de demain, pour qu'il soit à la hauteur des attentes exprimées par les jeunes que l'on vient d'entendre dans la vidéo. 2 semaines de mobilisation de vous toutes et tous, et de l'équipe projet en particulier. Près de 400 personnes se sont connectées aux heures fertiles. 191 personnes extérieures à Est Métropole Habitat ont apporté leur contribution. 1620 idées ont été collectées lors des 20 ateliers qui se sont déroulés sur ces 2 semaines. Nous avons eu aussi quelques sueurs froides, et ce n'est pas fini, pour s'assurer de la bonne connexion de tous les intervenants en visio, des fraisiers rempotés, et des collègues d'Est Métropole Habitat et du GIE La Vie Autrement, que je veux aussi remercier pour avoir animé ou donné un coup de main. Et c'est toujours simple, mais c'est toujours beaucoup dans ce genre de situation. Nous venons de vivre 2 semaines d'imagination fertile et tout a été écouté, compilé, analysé ou est en cours de l'être. Et je vais vous faire un aveu. Devant la somme des propositions, j'ai un peu pris peur. Au regard de l'ampleur de la tâche, parce qu'en ce moment même, je suis en train de visualiser les 1620 post-it qui sont accrochés sur les murs d'Est Métropole Habitat, parce que nous allons devoir faire des choix. Malheureusement, on ne pourra pas tout faire. Et parce qu'on a le souhait d'être à la hauteur de vos contributions. Et je pense à tous ces retours, à ces messages enthousiastes que vous nous avez fait durant ces 2 semaines. Et ça, je peux vous assurer que ça met une petite pression. Sans compter que, puisqu'on en est aux confidences, se dire que nous allions prendre des engagements quelques jours, voire quelques heures après la fin des derniers ateliers, c'était assez ambitieux. Peut-être un peu kamikaze, mais comme d'habitude, j'allais dire qu'on a relevé le défi et que collectivement, une fois de plus, on a quelque chose, je pense, de très grande qualité à vous proposer. Et je veux ici remercier le travail qui a été réalisé par l'équipe projet dans la compilation de la matière, de la relecture aussi critique du comité de direction et des managers de la direction de l'aménagement et de l'habitat durable. Et puis aussi, je remercie tout particulièrement Gabriel Sibyl pour le fabuleux travail de digestion qu'il a fait ces derniers jours. Quant aux engagements d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, ce n'est qu'un début,
parce que cette matière que l'on a compilée, nous allons l'analyser encore pendant les semaines et les mois à venir pour aboutir à cette feuille de route précise et opérationnelle avec l'objectif de la transposer dans nos métiers. Et je dois aussi vous partager qu'on a un petit peu de boulot devant nous. 1, 2. Non, c'est bon. Un petit peu de boulot devant nous parce qu'il va falloir faire coïncider tout ça avec notre environnement, en particulier notre environnement réglementaire qui ne laisse, lui, pas beaucoup de place à l'imagination en règle générale. Mais je vais prendre un engagement devant vous aussi. Je suis plus à un près, en fait. On va s'y coller et on va, je pense, vous faire des propositions. Alors aujourd'hui, on y voit clair sur 4 grandes thématiques qui vont être le fondement de nos engagements et nous allons les présenter à 2 voix avec Gabriel Sibyl. La première, la plus essentielle, elle touche notre capacité à prendre soin du vivant. La deuxième, elle devra être le fil rouge de cette transition et la garantie de notre réussite collective. C'est notre capacité à agir ensemble, à coopérer avec les locataires et avec nos partenaires. La troisième, c'est la plus sensible et paradoxalement, c'est probablement celle que l'on a le moins investiguée ces dernières années, à savoir la forme de notre habitat. Et puis la dernière, c'est la plus urgente, c'est celle qui concerne la nécessité de faire mieux avec moins, avec l'objectif fondamental de diminuer les gaz à effet de serre. Gabriel, je te laisse la main pour la première thématique, prendre soin du vivant. Merci. Avant de commencer, un petit clin d'œil. Quand on a fini la synthèse, on a présenté à Céline les orientations auxquelles on pensait. Une fois de plus, on a été gourmand. Et je ne vous cache pas qu'on a fait une liste un peu complète de tout ce qui nous semblait être intéressant d'explorer. Je m'étais dit très franchement qu'un sujet sur 2, tu nous dirais qu'on allait un peu loin. Et concrètement, vous allez le voir, on ne va pas tout pouvoir dire aujourd'hui, mais néanmoins, je pense que tu n'as pas retiré un seul sujet à ce qu'on a déjà mis tous ensemble sur la table. Je vais vous parler du soin qu'on va accorder aux vivants. Alors à chaque fois, vous allez voir, il y a un très beau dessin qui vient illustrer le travail qui a été fait dans les ateliers. Et pour parler de ce soin accordé aux vivants, je voudrais l'introduire avec celui parmi nous qui, pour l'instant, est le plus animal. Alors, on en parle souvent, Baptiste Morisot. Et donc, accrochez-vous, une toute petite citation. C'est notre manière d'habiter qui est en crise, et notamment par son aveuglement constitutif au fait qu'habiter, c'est toujours cohabiter, parmi d'autres formes de vie, parce que l'habitat d'un vivant n'est que le tissage des autres vivants. Le fait est que l'une des causes majeures de l'extinction actuelle de la biodiversité est l'écofragmentation, à savoir la fragmentation invisible des habitats des autres vivants, qui les détruit sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on fait passer nos routes, nos villes, nos industries, sur les chemins discrets et familiers qui assurent leur existence, leur prospérité durable comme population. Voilà, je vous invite, j'en ai déjà parlé plein de fois, à lire la suite. C'est un trésor de ressources. Donc la question aujourd'hui, c'est comment voulons-nous habiter ? Et quand on se pose la question de comment voulons-nous habiter, on se pose la question de tous les petits et les grands liens qu'on va pouvoir construire ensemble. Le premier engagement qu'Est Métropole Habitat prend aujourd'hui, c'est de mettre au cœur de sa stratégie la question du lien, la question du vivant. Donc vous allez voir, on va le décliner avec un premier engagement qui suit celui un peu chapeau. Il va peut-être vous sembler étonnant, mais je pense que le premier point, c'est de tout faire avec délicatesse, de le faire avec tendresse, j'avais envie de dire même avec amour. Tout simplement parce que c'est ça qui est clé. Si on s'est complètement gouré, c'est qu'il y avait une forme de brutalité. Une brutalité entre nous, une brutalité avec tout le vivant qui peut exister autour de nous. Donc les premiers engagements, c'est celui de la tendresse et de la délicatesse. Le deuxième engagement qui a été levé par les ateliers qu'on souhaite reprendre,
c'est de dire que ces relations, elles s'appuient sur 3 trames. La trame bleue, la trame verte et la trame brune. On en a un peu parlé lors de la plénière d'intro. Et donc, ce qu'on va demander, c'est à tous les architectes, à tous les paysagistes, toutes les entreprises qui travaillent pour nous, sur les nouveaux projets, sur les réhabilitations, dans le cadre de la gestion de notre patrimoine, d'accorder une attention permanente à ces 3 trames. Donc ça veut dire sur la trame bleue, de revaloriser le parcours de l'eau sous toutes ses formes, de le rendre visible quand c'est possible, et surtout d'en faire un lieu support aux circulations de tous les autres animaux, de toutes les essences végétales et animales qui peuvent en profiter. La trame brune, donc vous la connaissez, c'est la terre, bien sûr. Donc là aussi, on va rechercher des continuités entre toutes ces trames brunes. Et puis la trame verte, c'est bien sûr la flore qui doit retrouver une place dans notre patrimoine. La continuité entre ces 3 trames, elle doit se faire, en tout cas c'est ce qu'on va demander aux archis, aux paysagistes et puis aux gens qui entretiennent nos espaces verts, à l'horizontale mais aussi à la verticale. On va leur demander que ces 3 trames, elles se prolongent sur les façades de nos immeubles, qu'elles se prolongent sur les toitures de nos immeubles. Et grâce à ça, il va y avoir un deuxième effet qui se coule, c'est que, comme on l'a vu dans certains ateliers, comme ça a été dit lors de l'heure fertile sur la biodiversité, on va générer un deuxième effet, et cet effet, c'est celui d'une vaste climatisation urbaine. Quand on aura réussi à réintégrer ces 3 trames dans la ville, on va créer une sorte de permaculture urbaine. Et cette permaculture urbaine, elle va nous protéger bien plus efficacement de tous les aléas climatiques que toutes les climatisations qu'on pourra installer. Donc ça, c'est le deuxième engagement, celui de retrouver une continuité et de tisser de multiples trames sur tout notre patrimoine. Alors, on n'a pas des réponses pour tout ça, bien sûr. Hein. On va juste avancer dès aujourd'hui avec cette perspective. Il y a un élément qui se glisse dans ces trames. Alors, il a 2 facettes. Dans ces trames, on va aussi insérer des zones sanctuaires. Alors, certains en parlent un peu sous le format greenwashing. On fait des zones sanctuaires et puis du coup, à côté, on peut faire de l'agriculture extensive. Là, c'est bien sûr pas l'idée. On veut juste dire qu'il y a aussi besoin de zones sanctuaires, un peu comme les zones de coraux qu'on peut préserver pour que la biodiversité puisse venir reconquérir tout le reste. Donc je pense qu'on aura aussi besoin dans ces trames de zones sanctuaires dans nos espaces verts, sur lesquels on laissera la nature bien tranquille, faire son boulot beaucoup mieux que toute seule, que si nous, on essayait de l'orienter. Troisième engagement, celui d'avoir une stratégie dédiée à la biodiversité. Et donc ça veut dire qu'en 2022 et en 2023, on va engager un recensement sur tous nos espaces verts, sur tout notre patrimoine, de cette espèce de trésor qui est déjà là. On va regarder quelles sont ses forces et ses fragilités, et puis on va regarder comment on continue de l'enrichir. Donc ça va nous prendre un petit peu de temps, puisqu'on est propriétaire de surfaces qui sont importantes, mais je pense que c'est néanmoins le point de départ. Un autre élément qui nous semble être extrêmement important dans cette attention qu'on va accorder aux vivants, c'est le sujet de la qualité de l'air. On en parle souvent au sens de la pollution qu'il y a dans la ville. Je vous rappelle que paradoxalement, l'air est souvent plus pollué à l'intérieur des logements qu'à l'extérieur. Donc l'autre engagement qu'on souhaite prendre, c'est de dire que tout d'abord, on va mesurer à certains endroits dans notre patrimoine la qualité de l'air dans nos logements. Alors je vous rappelle, on a fait une expérimentation sur les buères, sur ce sujet. Donc là, c'est juste de dire qu'on va aller au-delà d'un quartier de quelques immeubles. Et donc dans les lieux qui nous semblent adaptés, on vérifiera si la qualité de l'air à l'intérieur des logements est bonne. Si on constate qu'elle n'est pas bonne, on regardera quels sont les matériaux qui peuvent être incriminés. Et on s'engage à les changer, à les remplacer. Donc ça, c'est pour le patrimoine existant.
Et bien sûr, sur tous nos projets neufs, sur tous nos projets de réhabilitation, là aussi, on va demander aux architectes et aux entreprises qui travaillent avec nous de bannir tout simplement tous les matériaux qui pourraient émettre des particules qui soient mauvaises pour la santé. Donc ça va commencer dès demain. On sait que c'est possible dès aujourd'hui et on pense juste qu'il y a lieu de ne pas trop tarder pour que les enfants qui grandissent dans nos logements ils puissent grandir en bonne santé sans avoir un joli cerveau qui soit impacté par des matériaux de mauvaise qualité pour eux. Voilà, le dernier engagement pour l'instant sur la question du soin accordé aux vivants. Je vais enchaîner. Je suis déçue parce que je lui avais suggéré de passer la chanson de Maxime Le Forestier comme un arbre dans la ville, mais il n'a pas voulu, il a préféré des citations très très sérieuses. J'avais aussi demandé de faire une roulade ou un truc pour faire une sorte d'interlude entre les séquences. Donc, il n'a pas accepté non plus. Voilà. Deuxième famille d'engagement, agir ensemble. Donc là, c'est un engagement particulièrement important parce que c'est mettre la coopération avec les locataires, avec nos partenaires au cœur de notre action. C'est considérer que finalement, cette coopération, ça va être la garantie de notre réussite collective. Alors, avec les locataires et les usagers, il suffit simplement de renverser le moment où nous associons les usagers et donc les locataires dans les projets et les actions, parce que comme Sophie Ricard nous l'a dit lors de leur fertile, en quoi concerter sur un projet déjà ficelé serait plus simple que sur un projet à créer. Alors voilà, donc là, j'allais dire l'intention est simple et posée. En revanche, elle emporte des transformations assez profondes dans nos modes de faire. D'abord, ça veut dire que la concertation, elle devient un préalable à nos projets et à nos actions. Ça veut dire que c'est le fil rouge qui va nourrir le programme, la mise en œuvre et l'évaluation des actions et des projets. En fait, c'est ça qui va donner le là et donc mettre le niveau d'ambition. Deuxième élément important, c'est qu'il va falloir asseoir cette concertation sur une forme de formation, à la fois du côté des collaborateurs d'Est Métropole Habitat et j'ajoute du GIE La Ville Autrement, mais aussi des locataires très probablement. Côté salarié, cette démarche elle a été déjà initiée il y a quelques années, il y a déjà eu des formations sur ce sujet, il va falloir probablement les renforcer, aller un petit peu plus loin. Et de manière symétrique, nous devons réfléchir, même si aujourd'hui, les modalités sont tout à fait ouvertes et restent pleinement à imaginer, comment on va pouvoir effectivement faire monter aussi les locataires en compétence sur ces sujets. Et il y a quelque chose de particulièrement important, c'est le principe de permanence que l'on souhaite mettre au cœur de la capacité à agir. Cette question de la permanence, on l'a déjà initiée et certains d'entre vous connaissent probablement le travail qui est fait sur l'autre soi avec le CCO ou encore la ferme des Lumières à Vaux-en-Velin. L'idée fondamentale, c'est de créer finalement des lieux ouverts, accueillants, qui vont permettre sur un projet, sur un lieu dédié, de faire se rencontrer les salariés d'Est Métropole Habitat et du GIE La Ville Autrement, les locataires, mais aussi tous les intervenants, entreprises, architectes, etc., qui vont intervenir dans les projets. L'idée de ces permanences, de manière, comme le nom l'indique, permanente, c'est-à-dire sur un temps long, avec du temps passé sur place. L'objectif, c'est finalement d'être au cœur du projet et au cœur de l'identification des besoins que peuvent nous remonter les habitants. Un autre axe important de travail sur le Agir ensemble, c'est la question de l'habitat participatif. Et on souhaite véritablement, si ce n'est aller vers tout habitat participatif, parce que ça induit une certaine complexité, en tout cas utiliser les logiques de l'habitat participatif de manière plus systématique. Et là encore, je souligne, je fais référence à la résidence Oasis à Saint-Priest, où on a vraiment été dans cette logique de conception avec les futurs locataires dès le début du projet. Et c'est quelque chose que probablement on doit aujourd'hui renforcer au sein de notre organisme. On travaillera aussi sur le budget participatif, mais ça je le renvoie plus spécifiquement au travail qui va être fait dans le cadre de notre projet stratégique Permis d'agir.
Enfin, on ne doit pas oublier la gestion quotidienne. Et dans les ateliers, moi, j'ai quelques idées qui m'ont paru particulièrement intéressantes, notamment celle de mettre un volet accompagnement des locataires au sein de nos marchés, et notamment au sein du marché entretien des espaces verts. Donc ça, c'est une idée qui m'a, titre personnel, particulièrement plu et que probablement on va investiguer dans les prochaines semaines. Avec nos partenaires, on va aussi devoir rentrer dans une logique de coopération plus étroite, avec un but, changer nos modes de production pour aller vers une qualité sociale et écologique renforcée. Et pour cela, la commande publique, c'est un puissant levier pour accélérer cette transition écologique et sociale. Ça veut dire que dans nos marchés publics, nous allons devoir travailler pour valoriser les chaînes de production courtes, pour valoriser ce qui est produit sur le territoire et avec les ressources du territoire. Et bien évidemment, tout cela, on devra le fonder sur un dialogue plus étroit avec les entreprises pour vérifier, bien évidemment, leur capacité à répondre à cet objectif. On devra aussi poser le principe comme maître d'ouvrage de la sobriété technologique. Alors, quand on dit sobriété technologique, ça ne veut pas dire qu'on renonce à la technologie, ça veut simplement dire qu'on veut utiliser la technologie à bon escient. C'est-à-dire avec des usages facilités, avec des matériaux qui sont réparables facilement, qui sont sobres en énergie et qui sont surtout facilement utilisables par nos locataires et facilement entretenables. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a véritablement cette problématique dans notre patrimoine, c'est d'avoir parfois des technologies qu'on ne sait pas entretenir et qui posent un réel problème au long cours. Et puis, enfin, travailler bien évidemment avec nos partenaires sur la création d'un réseau d'économie circulaire territoriale avec l'objectif fort, mais j'y reviendrai aussi un petit peu tout à l'heure, de diminuer le volume de déchets par le recyclage, le réemploi ou la réparation. Et là encore, c'est une condition de réussite de notre projet. Troisième engagement, qui porte sur la forme de l'habitat que nous produisons. Concevoir des formes nouvelles. Alors, je vais commencer avec un mini-quiz pour ceux qui sont en présentiel. Désolé pour ceux qui sont en visio. Je ne sais pas si vous savez, Céline, elle est fan de foot. Alors, ça ne concerne pas que ceux qui sont fans de foot. Mais écoutez bien. Qui a écrit « Notre corps est plus sage que notre esprit » ? Non, ce n'est pas Jean-Pierre Papin. Mais j'avais un peu provoqué ce type de réponse, Céline. Non. Eh ben, c'est un joueur de foot qui est plutôt un philosophe qui s'appelle Nietzsche. Voilà, je voulais juste vous dire que le fil rouge de ce troisième point, il va reposer sur notre corps et la manière dont on habite dans nos logements. Le premier point qui est important que vous ayez en tête, c'est qu'on va essayer de casser l'uniformisation des logements qu'on produit aujourd'hui. Si je vous dis les choses autrement, il y a quasiment, en tout cas dans le neuf, tout le temps le même carrelage, à peu près tout le temps les mêmes salles de bain. Pourtant, on essaye, hein, mais néanmoins, il y a une grande uniformité dans tout ça. Donc le premier point, c'est de trouver une nouvelle diversité et toujours en considérant que ce qui va nous animer, c'est le logement d'abord. En considérant que chacun doit d'abord avoir un logement pour pouvoir commencer à se projeter sur tout le reste. L'engagement qu'on prend, c'est de construire des logements plus grands, en moyenne 3 à 7 mètres carrés. Je crois qu'on a tous constaté pendant la crise du Covid que d'habiter dans un petit logement, c'est quotidiennement un petit peu compliqué. Au-delà de ce fléau qui balaye la planète en ce moment, on pense qu'en rajoutant 3 à 7 mètres carrés par logement, on va offrir l'opportunité à chaque famille de trouver de nouveaux lieux de vie pour se rencontrer, pour travailler, peut-être aussi pour se reposer. Voilà, on se disait notamment qu'on pourrait créer un mini-lieu pour toutes les personnes qui bossent et qui n'ont pas forcément un travail qui nécessite un ordinateur. C'est un atelier qui a proposé ça. On peut faire un travail manuel. Je ne vais même pas décrire tout ce qui existe, mais donc là, c'est pas mal d'avoir un endroit adapté où on peut faire quelque chose qui peut faire un peu de saleté, par exemple. Donc, premier point, construire des logements plus grands. On va pouvoir financer
ces logements plus grands avec 2 leviers. Le premier, ce qu'on appelle les PLAI adaptés. Et le deuxième, c'est qu'on a aussi le droit de faire la péréquation sur les loyers à l'échelle d'une résidence. On va essayer de jouer un peu plus avec ça. Et puis, si on a besoin, on ira aussi chercher des subventions. Un autre point, deuxième engagement, ça touche la cuisine. Et vous avez remarqué, on n'a pas invité Jeff Bidule ou Elon Intel. Vous voyez, ils ne sont pas là. Ce n'est pas pour rien. On n'est pas du tout dans les GAFA, nous. Donc le deuxième engagement, il porte sur la cuisine, parce qu'on va être dans la vraie vie. On ne va pas être dans le digital, le numérique. Voilà. On va essayer de mettre la cuisine au cœur du logement. Le pari qu'on fait aujourd'hui, c'est que souvent, on se pose plutôt la question de où est-ce qu'on va mettre l'écran plat. En gros, quand les architectes nous font un permis, on regarde la place du canapé, la place de l'écran. Voilà, ça, c'est la principale préoccupation. Si ça marche, on se dit que les locataires seront satisfaits. Et bien là, on va essayer autre chose. On va mettre la cuisine au cœur du logement. Comme un espace, pas forcément, le sujet, c'est pas que tout le monde soit obligé de cuisiner, c'est pas du tout ça. Mais juste que ce soit un lieu de convivialité, de rencontre, on peut travailler, faire des trucs en famille ou tout seul. Souvent, la cuisine, c'est l'espace le plus chaleureux du logement. Et ben, on va en profiter pour en faire un espace extrêmement concret. Et puis, accessoirement, ça pourra entraîner une autre conséquence, c'est motiver toutes les personnes qui habiteront dans nos logements à passer du temps à cuisiner. Alors, idéalement, ils iront même se fournir chez Vrac, hein, bien sûr. Et grâce à ça, à vivre et vieillir en meilleure santé. Donc, deuxième point, la cuisine. Et puis après, c'est aussi un petit clin d'œil. Hein, on est français, cocorico, on se dit, attends, on ne va pas lâcher ça, c'est dans nos fondamentaux culturels. Un autre point qui a été proposé dans les ateliers, que je trouve à la fois très intéressant et beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, c'est la saisonnalité des appartements et des immeubles. On se dit qu'au sein d'une résidence, on pourrait construire une pièce qui soit plus adaptée lors des épisodes de très haute température ou au contraire en hiver. Si je vous dis les choses d'une manière un peu différente, on pourrait très bien avoir 19 degrés dans tous les logements et que dans chaque résidence, il y ait une pièce où il fasse 23. Où on vienne se retrouver quand on a besoin de se poser et on a besoin d'un peu plus de chaleur. Ou, à contrario, que dans cette pièce, en été, grâce à un système de ventilation naturelle bien étudié, il fasse un peu plus frais. Et voilà, on se dit que le logement pourra être un lieu qui vive en fonction des saisons. Il y a aussi des idées qui ont été posées sur un changement de couleur des façades. Donc je ne reviens pas là-dessus pour l'instant, mais on va continuer d'explorer tout ça. Cette saisonnalité repose aussi sur ce qu'on appelle le jardin d'hiver. On a beaucoup exploré l'idée de faire des balcons sur toutes nos réhab et on pense que ce jardin d'hiver, comme la cuisine, il doit être au cœur des projets de développement de réhabilitation demain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va généraliser. Un avant-dernier point, on appelle ça la pièce en plus. Alors ça va être, je pense, on a parlé de Big Bang écologique, ça je pense que ça peut être un Big Bang social, urbain et compagnie. Alors on ne sait pas encore exactement pour combien de logements on doit faire ça, mais je peux juste vous dire, Céline vous a dit tout à l'heure, on fait 4% de tiers-lieux sur toutes nos résidences depuis 10 ans. Donc ça ne va pas être un problème de continuer. L'idée, c'est que cette pièce en plus, ça soit un lieu hybride. C'est un lieu dans lequel on va pouvoir travailler. C'est un lieu dans lequel les collaborateurs de MH pourront peut-être aller passer une demi-journée ou une journée par mois. C'est un lieu dans lequel on pourra peut-être faire la fête, tous les locataires pourront faire la fête, je ne sais pas. C'est un lieu dans lequel on pourra faire tout ce qu'on appelle les ateliers de permanence, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les archis, les autres là, qui bosseront pour nous, toutes les entreprises qui travaillent avec nous, on vous demandera de vous réunir dans ces lieux. C'est-à-dire qu'on n'ira plus au siège, on n'ira plus chez vous. En fait, on va se retrouver sur le quartier pour discuter. Et ça changera beaucoup de choses. Je pense que le génie du lieu, pour citer quelqu'un d'autre, sera peut-être un peu plus palpable dans nos projets. Donc c'est la pièce en plus, un espace qui reste à façonner, mais qui doit être un lieu de rencontre. Je précise que cette pièce en plus, ce qu'on va demander aussi aux maîtrises d'œuvre qui vont nous accompagner, elle devra avoir des qualités que j'appellerais augmentées. Elle aura nécessairement une luminosité particulière, elle aura nécessairement une relation particulière à l'extérieur, au monde du végétal. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. On a inauguré les Oasis Baba Yaga hier soir.
ben voilà, ils ont leur pièce en plus, connectée au jardin, dans lesquels ils peuvent surveiller les haricots qui grandissent devant leurs fenêtres. Et voilà, je termine avec un sujet sur lequel les ateliers n'ont pas tout à fait conclu, mais qui me semble être un point particulièrement important. Donc, on va sûrement continuer de bosser dessus dans les semaines, les mois qui viennent. C'est la place des familles monoparentales. Il y a une idée qui a émergé, qui était de dire que c'est plus les enfants qui se baladent d'un logement à l'autre, ce sont les parents. En gros, les enfants, ils ont un logement dans lequel ils sont bien, et les parents, ils ont le logement dans lequel il y a leurs enfants, puis le logement dans lequel ils sont sans les enfants. Voilà, je ne sais pas si c'est ça l'idée. Je veux juste vous dire que on sent qu'on touche du doigt là, avec la place des familles monoparentales, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qui se tissent autour de ça. Un sujet clé. Donc, je ne sais plus si c'est le 5e ou 6e engagement, mais voilà, là-dessus aussi, on s'engage à avoir une attention particulière et à bosser avec les archives, sociologues et compagnie pour donner une place adaptée et répondre aux besoins de toutes ces familles. Voilà pour le 3e engagement. Bon, tu m'as à nouveau challengé sur les références. Tu m'as parlé de Nietzsche, je vais te répondre Orelsan. Excusez-moi, on a les références qu'on peut. C'est le thème de notre 4e thématique, faire simple, basique. L'engagement fondamental, ce 4e engagement, il est à la hauteur de l'urgence, puisqu'on sait que chaque molécule de CO2 qui est émise aujourd'hui ne se dissipera pas avant plusieurs centaines d'années. Et donc, il faut revoir nos modes de production en faisant mieux avec moins, en faisant simple, basique. Et en cela, les ateliers qui se sont réunis ont plutôt conforté les tendances dans lesquelles nous nous sommes déjà engagés au sein d'Est Métropole Habitat et que donc nous allons déployer un peu plus avant dans les prochaines années. D'abord, le premier sujet, ça concerne l'acte de construire. Et l'objectif, c'est de réduire significativement le nombre de matériaux et en allant vers une simplification du geste architectural. Aujourd'hui, dans nos façades, on a plusieurs couches, parfois jusqu'à 8 couches. L'objectif, c'est de réduire ce nombre de couches avec l'objectif d'aller vers des choses plus simples et qui vont être aussi plus simples à réaliser donc, et plus simples à déposer si on est dans ce type de système constructif. Bien évidemment, on devra aussi aller sur la façade sur un usage croissant des matériaux biosourcés, mais là aussi, j'allais dire qu'on a commencé à poser des jalons sur certaines opérations. Sur la question des matériaux, c'est un enjeu particulièrement important et on souhaite travailler avec les bailleurs sociaux, nos collègues, et notamment les 2 autres offices métropolitains pour conforter le développement de filières. Et on estime aujourd'hui qu'un volume de 500 logements à peu près annuels réalisés en matériaux biosourcés, ce serait quelque chose qui serait atteignable. Donc, en tout cas, ce que l'on peut prendre comme engagement, c'est de participer activement, de donner toute notre contribution, notre expérience aussi sur un certain nombre d'opérations pour partager et capitaliser et aller vers ce renforcement des filières. Bien évidemment, continuer à développer le réemploi. Donc ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure, on a quelques opérations à notre actif et on peut imaginer le développement de ce réemploi autour d'une part, commencer par faire des diagnostics ressources systématiques sur l'ensemble de nos projets et d'autre part, s'atteler à une question qui est fondamentale dans le cadre du réemploi, c'est la question du stockage. Donc là, il faudra probablement travailler avec les collectivités, aussi les autres bailleurs sociaux, sur cette question particulièrement sensible, avec l'idée, bien évidemment, de créer des plateformes physiques, mais aussi numériques, de stockage et de recensement de ce que nous mettons à disposition, parce que c'est le nerf de la guerre concernant le réemploi. 3e grand objectif, c'est la question du bâtiment passif. Donc là aussi, on va travailler à éviter les émissions en généralisant ce mode de construction et de réhabilitation avec l'objectif, dans les 12 mois qui viennent, au cours de l'année 2022, de travailler sur un standard complémentaire, un référentiel complémentaire à la RE 2020. Tu allais dire quelque chose, vas-y. Juste un petit coup de gueule, en fait. Si je vous rappelle, la RE 2020, si on se contente de la respecter, on ne respecte pas l'accord de Paris. Voilà, donc on peut regarder ça en disant « Ah, c'est difficile, la RE 2020, on va déjà essayer d'atteindre cet objectif. » Mais je vous rappelle, la RE 2020, on va faire avec pendant 5 ou 10 ans.
Donc on doit dès aujourd'hui en fait dépasser ce standard. Sujet important, le chauffage. Donc là aussi, un sujet sensible pour nos locataires en particulier, avec un objectif de travailler sur les modes de chauffage, quel type d'énergie on utilise dans les modes de chauffage, donc avec un objectif finalement de sortir du chauffage carboné, donc notamment le gaz, pour aller vers des modes de chauffage de type bois ou électricité. Et on a dans le viseur 2 opérations notamment sur lesquelles on pense pouvoir travailler tout particulièrement sur ces questions. C'est l'opération Bel Air à Saint-Priest et Mono à Villeurbanne. Sur le chauffage, un point aussi important, c'est la question des consommations. Et aujourd'hui, je le disais, c'est un sujet sensible avec nos locataires, entre la température due, la température ressentie, la température réelle dans les logements. Donc voilà, donc il va falloir qu'on s'attelle à cette question. Et je crois que c'est un beau sujet de coopération à venir entre le bailleur et les locataires. Enfin, la question du budget carbone, puisque on souhaite intégrer dans les prochains mois, dans les prochaines années, le coût carbone dans nos opérations, c'est-à-dire d'aller finalement dans un coût global de nos opérations avec bien évidemment des mesures prises en termes de réduction en termes de réduction. Et ça veut dire que ce que l'on va aussi s'appliquer à nous-mêmes, il est fort probable qu'on demande à nos partenaires, et en particulier les entreprises avec qui on travaille, de s'engager dans le même dispositif, c'est-à-dire de pouvoir produire, quand elles répondent à nos consultations, leur propre bilan carbone. Et on pourrait être aussi amené à mettre dans les critères de sélection de nos marchés des éléments relatifs à ce bilan carbone. Voilà, donc un petit peu de temps sur cette dernière thématique, puisqu'on se laisse un petit peu de temps sur cette thématique, parce qu'on a quand même quelques sujets à approfondir. Donc on va se donner l'année 2022 pour arriver en 2023 et pouvoir vous présenter nos objectifs. Donc vous l'avez compris, en tout cas sur cet objectif, c'est de se donner une trajectoire qui nous amènera vers la neutralité. Voilà pour les grandes familles d'engagement que nous souhaitons prendre, que nous souhaitions vous présenter. Voilà le cadre et l'esprit de ces engagements dont nous venons de poser les jalons. Et je vous le redis, on reviendra vers vous très prochainement pour vous livrer ce fameux livret de l'habitat durable. Alors, avant d'aller plus loin et de passer aux prises de parole diverses, il nous semblait intéressant de savoir ce que les étudiants de l'ENSAL et de l'ENTPE pensent de tout cela. Alors, 3 d'entre eux ont accepté très gentiment de se livrer à un jeu de questions-réponses. Alors, nous allons accueillir Margot Thomas, étudiante à l'ENSAL, Andrea Arenalo Mendoza et Ewen Le Guillou, étudiants à l'ENTPE. Et c'est Paul Sachot, chargé de mission expérimentation et financement, qui va faire le rôle d'intervieweur. Merci beaucoup. Je vous propose, on va s'installer là, ça vous va ? On va faire ça tous ensemble. Je vais prendre l'autre micro. Ouais, super, merci. Hop. Alors tenez, Margot, Ewen, Andrea, vous avez participé donc aux Imaginales, à la plénière de début, aux ateliers, et on a cité pas mal d'éléments. On a rappelé les objectifs des Imaginales, on vous a présenté les engagements et l'ambition que S Métropole Habitat se donnait. Donc nous, on voulait déjà avoir un retour. Qu'avez-vous pensé de ces Imaginales et des conclusions que vous venez d'entendre, et comment ça vous fait résonner ? Margot ? Alors moi, je voudrais commencer par un retour plutôt positif, vraiment positif, mais je crains pour la suite. qui est que en tant qu'étudiante en architecture, on entend beaucoup que notre génération va avoir beaucoup de choses à changer, et on nous donne pas trop d'exemples. On nous dit un peu tout était pas bien. Enfin, on nous dit pas que tout était pas bien, mais en gros. Projetez-vous dans quelque chose qui va être totalement différent, inventez-le et faites avec. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que cette fois-ci, on a eu des exemples. J'ai appris énormément, donc de différentes disciplines. Pendant les ateliers, par exemple, on a pu rencontrer d'autres architectes, des personnes de S Métropole Habitat, mais aussi des locataires. Et ça aide à se remettre en question. Et je pense que c'est un gros engagement que vous avez pris.
Et du coup, je vous attends un peu au tournant sur les réalisations de... C'est normal. Vous avez pris des responsabilités, mais qui est à la fois courageux parce que vous vous êtes positionné dans quelque chose qui est vraiment de rentrer assez radicalement dans cette transition-là et de changer beaucoup de choses en ayant une vision systémique que je trouve vraiment importante, en prenant en compte autant le social et en laissant, on va dire, personne derrière. Mais du coup, ça vous donne des responsabilités et du coup, ça vous donne... Vous prenez des risques qui sont pour moi louables, mais sur lesquels je vous attends d'autant plus. Parfait, je crois que le message est bien passé. Voilà, 5 sur 5, on a bien compris. Ewen, pour vous? Ouais, alors moi, tout d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir pris en compte, d'avoir invité des étudiants à ces heures fertiles, à ces ateliers, parce que c'est un peu un sentiment que j'ai eu. C'était la première fois que je participais à quelque chose comme ça. Donc merci pour ça. Merci d'avoir. On a pu participer à des ateliers où on s'est senti écouté. Notre avis a été pris en compte. Et donc ça, c'est quelque chose dont personnellement, moi, j'étais pas habitué. Donc un premier bon point. Ça, c'est fait. Et ensuite, il y a quand même un petit sentiment de frustration parce qu'on a eu des heures en fait, à respecter et puis on aurait voulu continuer à parler longuement, à débattre longuement, mais on devait rester dans un cadre. Et donc, on n'a pas pu faire tous les ateliers non plus. Donc, en fait, on voudrait toujours faire plus. Mais justement, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que les ateliers étaient très enrichissants. On a pu voir des choses concrètes et puis surtout discuter avec des professionnels et des experts. Donc ouais, non, franchement, quelque chose de vraiment très enrichissant, mais un peu frustrant parce qu'on n'a pas pu tout faire, pas pu tout voir. Donc en fait, il faudrait le refaire tous les ans. Je sais pas, faire tous les ans pour voir ce qui a pu être fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui peut être amélioré. Donc voilà. Mais sinon, pour revenir aux objectifs, ouais, c'est bien de prendre de prendre des résolutions comme ça. Maintenant, elles restent à être appliquées. Pour espérer réduire notre impact sur l'environnement et mieux vivre ensemble pour le futur. Parfait, merci Ewen. Et effectivement, je pense que c'est un des sujets qu'on va évoquer. On va proposer à Mme Delolme, votre directrice, c'est de voir aussi comment on peut essayer de continuer à gérer ces échanges et ces débats qui ont été nourris et riches pendant les Imaginales, mais justement avec l'ENSAL et le NTPE, parce que je pense que c'est le début d'une grande aventure. Andrea? En fait, mes camarades m'ont déjà bien parlé des choses que moi aussi je pense et je partage avec eux. Et pareil, j'ai trouvé que les différents ateliers ont été super productifs. Ça nous a permis, j'ai remarqué en fait comment ça ouvrait des yeux aux différents intervenants. Des fois, on arrivait en pensant oui, on connaît déjà les thèmes ou c'est un peu de dit et redit avec ces nouveaux enjeux de la transition écologique, mais avec les échanges des expériences et des connaissances entre tous les différents intervenants, ça a permis vraiment de savoir se questionner et aller un peu plus loin toujours. Et pas que de trouver des questions, mais aussi des réponses. Du coup, j'ai trouvé que pareil, ça serait intéressant de ne pas le laisser seulement en 2021, de potentiellement le continuer. D'accord, 2030, 2040 et même 2050. Exactement. Ok, pendant que vous avez le micro, Andrea, je vous propose comme ça, vous pourrez annoncer la suite. Deuxième question, c'est qu'attendez-vous de nous, nous bailleurs, pour vous sentir bien dans la ville de demain? Qu'est-ce qui vous donne envie que l'on mette en œuvre pour vous sentir bien? Bon, déjà des changements peut-être à court terme, de voir des choses palpables qu'on peut les vivre. Par exemple, déjà au niveau étudiant, il existe les logements étudiants qui sont juste à côté du campus. Commencer peut-être à déjà voir des changements à ce niveau-là, pouvoir les chiffrer et pouvoir aussi les partager autour de nous, pouvoir potentiellement faire partie du changement, pouvoir participer activement aux différentes propositions en fait. En mode labo de recherche, pourquoi pas le faire déjà chez nous? Exactement. D'accord. Bon, je crois que le message est passé. Ewen? Alors moi, un peu pareil, c'est parce que j'ai vécu dans un logement d'Est Métropole Habitat en première année. Et je pense qu'un levier qui était facilement... Non, ça s'est très bien passé. Ah bon, ouf. Mais je dois dire qu'on était quand même... On se sentait un peu isolé. Il y avait une salle où on pouvait faire notre machine à laver.
Mais vraiment, on y allait sans voir les voisins, sans faire de rencontres. En fait, on prenait notre linge, on remontait, on venait le chercher et puis ça s'arrêtait là. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'organisé dans cette salle, à part les machines. Et c'est quelque chose dont vous avez parlé avec les lieux de rencontre, le dernier point, si je me souviens bien, des leviers. C'est quelque chose qui pourrait vraiment apporter un plus, et surtout dans la période d'isolement qu'on a connue l'année dernière, pendant le Covid. C'est quelque chose qui nous aurait pas mal aidé, d'avoir des lieux où pouvoir se regrouper. Et en fait, qu'on soit ensemble en classe, mais qu'on puisse encore être ensemble dans une résidence. Parce que j'ai longtemps vécu en internat avant, et il y avait vraiment un contraste entre un internat où on peut aller dans les chambres des autres sans problème, et le contraste en arrivant dans une résidence où c'est des appartements, on a tout ce dont on a besoin, c'est dans notre appartement, et en fait, finalement, on ne fait pas trop de rencontres. Donc je pense que le point de vue social est important à prendre en compte. Pour lutter sur cette forme de solitude. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Alors effectivement, il y a des sujets qu'on pourrait évoquer, notamment avec les capteurs, qui sont un beau sujet justement pour recréer du lien entre les habitants. On va passer le micro à Margot sur à la fin de ces imaginales. Je vous laisse répondre déjà à la question. J'étais déjà sur la suivante. Excusez-moi. Donc, comment bien vous sentir dans la ville de demain? Alors, du coup, pour moi, je vais parler du fait pour me sentir bien dans la ville, j'ai besoin de pouvoir m'y poser. Donc en fait, actuellement, il y a beaucoup d'espaces qu'on n'utilise que en termes de transition, donc d'un point A à un point B. Pour être bien dans la ville, j'ai besoin d'être bien partout, donc pas que chez moi, pas que au parc de la Tête d'Or, j'ai besoin d'être bien dans la rue, dans des espaces qui soient aménagés pour pouvoir rencontrer tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, dans cette notion de bien-être, il y a aussi un enjeu plus global qui justement, Est Métropole Habitat peut justement gérer cette échelle-là, dans le sens où je parle du fait que j'étudie à Vaux-en-Velin et j'habite à Villeurbanne depuis plus de 20 ans maintenant. La transition est rude entre Vaux-en-Velin et Villeurbanne, et elle l'a toujours été. Et en termes d'aménagement, d'utilisation de l'espace, on ne peut pas dire que Vaux-en-Velin est en termes d'égalité envers Villeurbanne ou Lyon, je pense. On ne peut pas dire qu'au niveau de ces aménagements-là, on les retrouve partout. Du coup, moi, ce que j'attendrais, c'est une sorte d'égalité, d'uniformité dans le bien-être, que je puisse me sentir bien de partout pour rencontrer tout le monde. D'accord, donc pas que dans le bâtiment, mais tous les aménagements extérieurs à l'échelle d'Est Métropole Habitat. Mais après, c'est aussi un appel lancé un peu à la ville de Vaux-en-Velin. Super. Dernière question. Ça, c'est la petite... vous savez, c'est le petit bonbon acidulé qui vient pétiller dans la bouche. À la fin de ces imaginales, pour vous, quelle serait la graine qu'il faudrait planter aujourd'hui et qui fera un fruit qui sera doux et agréable pour demain, pour vous? Moi, si on parle de fruits doux et agréables, je veux qu'elles soient toutes plantées pour en avoir un maximum. C'est comme ça, le message est fait. Non, je pense que s'il y avait vraiment une notion à développer rapidement et très rapidement, je pense que c'est le collectif, le lien avec l'habitant, inclure l'habitant dans les projets. Parce que je pense que inclure l'habitant à toutes ces notions, à tous ces changements qui vont leur être proposés, c'est aussi permettre le fait que ce ne soit pas une contrainte pour eux. S'ils sont inclus et qui font partie des décideurs et qui ont leur mot à dire, ou alors qu'on leur présente pourquoi on fait telle chose, il n'y aura pas de rupture et ça pourra être durable. Donc à partir de là, on pourra commencer à envisager d'autres projets, à avoir peut-être moins de places de parking, mais qui comprennent pourquoi, enfin toutes ces choses-là. Parce que souvent, quand on va questionner les habitants sur des changements qui sont apportés dans leur quartier, souvent ils ont un peu l'habitude de râler parce que c'est plus comme avant, parce qu'ils ont moins de liberté. Alors que s'il y avait ce travail de collaboration dès la prise de décision, à ce moment-là, ils comprendraient et puis pourquoi pas, ils proposeraient des solutions plus adaptées
Parce que je crois que la clé pour les changements à venir, c'est aussi l'adaptation, qu'à un point A, il n'y ait pas les mêmes choses qui soient faites à un point B, parce que c'est un climat différent, parce que les populations sont différentes. Et donc voilà, ça permettrait de faire un terreau qui soit fertile à tous ces changements et surtout qui soit durable. Belle allégorie, parfait. Andrea ? Pour moi, ça serait vraiment cette idée d'essayer, d'arrêter de se dire il y a des freins, il y a ceci, il y a cela. Pas possible. Exactement, c'est vraiment sortir un peu du questionnement et des hypothèses et vraiment se donner l'opportunité de se tromper. Parce qu'on a le droit aussi de faire des projets osés et de toujours être conscient qu'il y aura un retour et qu'on pourra toujours améliorer ses propos et arrêter simplement de se poser la question si on faisait ceci, si on faisait cela, mais aller un peu à cette partie essai. Voilà. Merci beaucoup Andrea. Et Margot, pour vous, donc, quelles seraient les graines qu'il faudrait que nous plantions aujourd'hui ? Alors moi, je dirais que la première graine, vous l'avez plantée parce qu'il s'agit de communiquer et qu'avec les Imaginales, on a déjà lancé un moyen de communiquer. Après, toute graine qui a été plantée, il faut s'en occuper. On l'a vu là au tout début, avant que tout le monde arrive. Je vais vous spoiler, ils n'ont pas arrosé les fraises. Donc on a planté... Gabriel, je crois que tu m'avais dit que tu avais arrosé les fraises. Mais du coup, il y a le fait d'entretenir ça. Et donc pour moi, cette première graine-là qui va fédérer les gens, vous l'avez lancée. Mais le fait de fédérer plus de monde, de fédérer plus large aussi, c'est pour moi important. Parce que ça permet justement, je suis très d'accord avec ce qui a été dit, mais ça permet ce retour-là, en fait, ce retour critique, un peu de se regarder, de s'auto-évaluer. Et pour ça, vous avez besoin d'un retour donc des gens qui sont en face. Donc pour moi, cette première graine-là, elle est à entretenir et c'est une graine extrêmement importante, qui est celle de l'échange et de faire ressortir des choses de cet échange-là et de le rendre fertile, en fait. Ok, parfait. Merci infiniment. C'est pas évident, c'est pas un exercice facile pour tout le monde. Merci en tout cas pour votre implication pendant les ateliers et sur ces propos-là. Merci à vous avec vos chouettes interpellations quand même. Oula, je vais retirer mon masque. Donc vos interpellations qui vont venir utilement, je pense, compléter nos premiers engagements. Et on va essayer de ne pas oublier d'arroser les fraises quand on va les rapporter chez S Métropole Habitat. Voilà, on va vous projeter maintenant une vidéo. C'est le témoignage de Renaud Père, donc vice-président de la métropole de Lyon en charge de l'habitat et du logement social, qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Et donc on est allé l'interroger hier et on lui a posé différentes questions. Et la question de fond qu'on lui a posée, ces questions tournent autour d'une question de fond qui est qu'est-ce qu'il attend d'Est Métropole Habitat dans la transition écologique et dans la transition sociale que nous avons à conduire, mais surtout à réussir. En matière de construction, et particulièrement dans le logement social, oui, on peut avoir des nouvelles réjouissantes. La première d'entre elles, c'est qu'il y a une prise de conscience. Qu'il y a des élus, à la métropole évidemment, dans les villes, dans les communes, il y a des élus entièrement mobilisés pour produire, construire plus de logements sociaux. Comment on pourrait faire autrement ? Il y a 10 demandes aujourd'hui pour une seule satisfaite dans le parc social. Ça ne peut plus durer. Mais il faut tenir ensemble les impératifs de transition écologique et de justice sociale. Et le logement social est le pivot de l'articulation entre transition écologique et justice sociale. Et je sais qu'on peut compter en la matière sur les 3 offices métropolitains, et en particulier sur Est Métropole Habitat. À partir des réalisations d'Est Métropole Habitat, quels sont selon moi les prochains projets du bailleur ? Eh bien, il me semble qu'il y a 2 grandes pistes. D'abord, la réhabilitation. La ville sur elle-même, d'une certaine manière. Transformer immeuble par immeuble et améliorer la qualité de vie des habitants. Ça, je sais qu'Est Métropole Habitat sait le faire. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé aux Noirettes à Vaux-en-Velin. Et je sais d'ailleurs qu'il y a des projets à Saint-Priest-Bel-Air et puis demain à Villeurbanne-Saint-Jean. C'est cette capacité, finalement, en site occupé, alors que les immeubles sont encore occupés, à transformer l'immeuble,
améliorer le quotidien des habitants et d'une certaine manière leur permettre aussi de faire face à la facture énergétique qui a flambé de partout et notamment dans notre métropole. Donc ça, c'est une piste qu'il faut encore travailler et Est Métropole Habitat en a complètement la capacité. La deuxième piste, c'est l'investissement d'Est Métropole Habitat dans le lien social, dans l'ingénierie sociale. Trouver des nouvelles manières de tisser le lien entre les locataires. C'est ici une nouvelle conciergerie de quartier. Là, pourquoi pas un potager, un nouveau rapport à l'alimentation. Tout ce qui fera finalement place publique, en quelque sorte. Espace commun. Eh bien ça, Est Métropole Habitat a particulièrement avancé ces dernières années et je sais que cela va nous mobiliser dans les années à venir. Sur quel point clé j'attends EMH pour la grande transition ? J'ai envie de vous dire, moi je fais face à une équation très difficile à résoudre. Il faut à la fois construire, évidemment, pour que cette ville reste, et cette métropole, reste attentive à toutes et tous, une ville mélangée, où toutes les catégories sociales se retrouveront, et puis en même temps, il faut veiller à ne pas trop artificialiser les sols, à lutter contre l'imperméabilisation, à faire entrer la nature dans la ville. Cette équation, j'ai envie de la transmettre à EMH, par facilité en partie, mais surtout parce que EMH est un des acteurs clés de notre métropole. Ben, je sais que EMH peut y répondre. D'abord, par les matériaux de construction. Oui, il faut absolument du réemploi. Oui, il faut du bas carbone. Oui, il faut des matériaux biosourcés. Et ça, EMH a commencé à avancer. J'espère d'ailleurs qu'on arrivera à créer des filières locales à l'échelle de la métropole, à l'échelle d'une partie de la région. Et les deux autres offices métropolitains seront accompagnants aussi en la matière. Mais ça ne suffira jamais de changer les matériaux, de changer les techniques, en quelque sorte. Il faut accompagner les usages des habitants. Et ça, un bailleur social de l'envergure de EMH est à même, précisément, de transformer le rapport à l'habitat, d'accompagner, de faire preuve de pédagogie. Et c'est peut-être sur cet aspect-là qu'on attend encore un peu plus un bailleur aussi innovant qu'Est Métropole Habitat. Alors, quelle est la graine que j'aimerais voir germer à l'avenir, dans les prochaines années ? Alors, sans vouloir plomber l'ambiance, je pense que nous avons une responsabilité, nous élus, responsables, bailleurs, c'est celle de réussir cette transition écologique. Et la réussir, c'est embarquer chacun, chacune, toutes et tous. Comment on peut faire ? On pourra le faire par le logement social. Vous savez, le logement social, dans les années 10 et 20, d'ailleurs, 1910, 1920, a inventé la Cité-Jardin, qui a transformé complètement le logement. Dans les années 50, 60, par les grands ensembles, c'est le confort moderne qui s'est installé. Nous sommes face à un défi historique de la même ampleur. Et je sais que nous allons le réussir si nous améliorons le confort, la qualité de vie, la santé des habitants et des habitantes. C'est-à-dire si on replace l'habitat au centre de nos préoccupations. Est Métropole Habitat est capable de le faire. Est capable de le faire en regagnant des mètres carrés qu'on a perdus quand même au cours des dernières années dans une zone aussi tendue que la métropole de Lyon. Donc en augmentant le nombre de mètres carrés par appartement, en inventant des pièces communes dans les immeubles pour accueillir tel et tel invité, tel et tel membre de la famille qui vient nous visiter. Mais c'est aussi en végétalisant les toitures, les façades, les cours d'immeubles que l'on va regagner ce confort de vie, ce confort d'été notamment en végétalisant. C'est ça le défi. Le défi, c'est de ne pas faire de la transition écologique une contrainte. Nous devons y aller. Mais c'est de montrer que pour les plus modestes d'entre nous, c'est un confort retrouvé, une qualité de vie obtenue. Alors, merci à Renaud Père pour ce message, à la confiance qu'il témoigne au travail d'Est Métropole Habitat, à notre engagement collectif, que je lis aussi comme une confiance dans le travail réalisé par l'ensemble des salariés. L'équation, elle est effectivement difficile, mais on partage, je crois, avec Renaud Père la conviction que le logement social est un élément de solution, est un vecteur positif des transformations qui sont devant nous, que ça concerne la ville de manière générale, la qualité de vie, mais aussi le confort dans le logement.
le logement social a été une solution hier, il le sera très probablement demain, et Est Métropole Habitat y prendra bien évidemment toute sa place. J'accueille maintenant Cédric Van Stevendel, président d'Est Métropole Habitat, qui va nous apporter son regard sur ces imaginales. Merci Madame la Directrice Générale, chère Céline. Donc, a priori, Emmanuel Cos regarde, est en ligne, donc je la salue, Madame la Ministre, Madame la Présidente de l'Union Sociale pour l'Habitat. Bon, Renaud, je ne le salue pas parce qu'il était en vidéo. Puis après, je ne sais plus quoi dire. Moi, il a dit tellement de bien d'Est Métropole Habitat que j'en suis presque gêné. Mais c'est bien, je n'avais pas prévu de dire trop de bien d'Est Métropole Habitat. Donc comme ça, je vais pouvoir aller sur d'autres sujets. Je voudrais bien sûr saluer l'ensemble des équipes d'Est Métropole Habitat qui sont présents et puis les partenaires que vous avez invités. Moi, bien sûr, je suis très heureux à la fois d'être invité à ce moment-là, de voir la qualité de la restitution que Gabriel Sibyl et puis Céline Reynaud viennent de faire. Parce que je crois que finalement, en faisant cela, vous êtes à la hauteur du moment. Enfin, je ne sais plus, c'est Margot qui disait je vous attends au tournant et ça vous oblige, quoi. Enfin, donc il y a quelque chose de cette nature dans l'équation qui est proposée, sur laquelle vous avez raison. Enfin, effectivement, la situation est extrêmement complexe et je ne suis pas sûr que ça soit simplement une équation et chacun doit y participer à sa place. Et moi, en vous entendant, j'ai l'impression que Est Métropole Habitat comprend quelle est la nature de l'engagement qui doit être le sien pour à la fois conduire cette transition écologique, mais pour aussi l'accompagner des changements sociétaux qui vont permettre de rendre acceptable cette transition écologique. Et c'est bien ça la tension aujourd'hui dans laquelle on est. Et alors vous avez tous fait des citations là tout à l'heure, donc j'en ai quelques-unes, vous le savez, mais des nouvelles. Hein, je ne vais pas vous ressortir toutes celles d'avant. Mais Patrick Bouchin, quand il parle notamment de l'urbanisme et de la ville, il dit la ville, finalement, ce n'est que l'expression matérielle de la ville, de la vie, pardon. Et donc, derrière ça, ça veut dire que le métier qu'on fait, quand celui de construire la ville, finalement, il doit être très en phase. Et quand on parle du vivant, du respect du vivant, c'est bien de cela dont il s'agit. Dans la ville que l'on construit, il faut qu'elle dise sa manière de concevoir le vivant. Et jusqu'à présent, elle ne disait pas grand-chose de sa manière de concevoir le vivant. En tout cas, elle était centrée sur d'autres objectifs, peut-être qui étaient nécessaires, comme celui, à un moment, d'un progrès dans la qualité de l'habitat qui était proposé. Donc on a ces deux urgences qu'on a à traiter collectivement et vous les avez abordées, donc ce n'est pas la peine d'y revenir d'une manière trop importante. Elles sont claires, que ce soit sur la question des solutions techniques de construction, sur la question du réemploi, mais là-dessus, Paul Sachot, Gabriel Sibyl et toute l'équipe là sont bien mobilisés, donc ce n'est pas la peine que j'en rajoute, parce qu'en plus, sinon, ils vont encore avoir d'autres idées, ils vont aller voir la directrice générale, et voilà, donc je la laisse aux premiers arbitrages qui ont été proposés et qui me semblent extrêmement important. Et je crois en tout cas que l'ambition que vous posez est un bon niveau. Il nous faut bien sûr réduire notre empreinte écologique, mais, et Gabriel le rappelait, ce qu'on propose, en fait, déjà ne suffit pas. Alors, c'est un peu démobilisant de se dire ça. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire, déjà ne suffit pas par rapport à ce qu'il faudrait faire. C'est un peu le mythe de Sisyphe. C'est un puits sans fond et c'est difficile. Mais je pense que quand même, le poser déjà comme un constat objectif, c'est déjà une première réalité à laquelle il faut qu'on s'habitue. Et donc, ce qu'on va faire ne suffira pas. Et donc, ça veut dire, et c'était extrêmement bien posé dans les préconisations, que en parallèle de cela, il faut aussi s'adapter, trouver les solutions pour arriver à vivre malgré les évolutions qu'on va avoir. Alors, je ne sais pas si c'est la triple trame verte, brune et bleue, si c'est la question de la lutte contre les îlots de chaleur, mais en tout état de cause, il y a une nécessité forte de pouvoir s'adapter. Et peut-être que cette adaptation, elle passera aussi par la qualité du lien entre les gens. C'est-à-dire que moi, je crois qu'une des réponses, ça va être aussi... ça doit être Emmanuel Cos qui appelle, c'est ça? Non, ça passera aussi par des formes de solidarité renouvelées
entre les habitantes et les habitants. Donc on a à la fois cette transition écologique et puis bien sûr on a aussi la question d'une ville solidaire qui a besoin finalement de se réinventer tous les jours. Renaud Père l'a très bien dit avec la question d'un logement abordable, surtout dans des agglomérations dans lesquelles finalement les prix continuent de s'envoler quoi qu'on fasse. Enfin, 1700, 1800 € du mètre carré de surface constructible aujourd'hui à Villeurbanne. Quand on se disait... je sais pas, j'ai quitté S Métropole Habitat il y a 3 ans, 4 ans, et on hurlait à la mort parce que ça dépassait les 1000, quoi. Enfin voilà, 4 ans après, on est à 1007 ou 1008. Donc, et je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Donc on a bien sûr la question de l'ambition écologique, mais on a absolument la question aussi de l'encadrement, la régulation et le fait de contrôler le marché sur ces questions de logement, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et sinon la question de la pièce supplémentaire que vous évoquez ou des mètres carrés supplémentaires que vous évoquez, enfin, ça va être une sacrée équation, hein. En plus déjà de trouver les moyens de les financer, mais si vous les payez 1800 balles au départ, ça ne va pas être simple. Donc on a vraiment besoin de se saisir de ça d'une manière extrêmement importante. Et en parallèle de cet encadrement, il y a toute la question d'un logement adapté à celles et ceux dont on doit proposer le fait qu'ils aient toujours le droit à la ville. Et c'est de moins en moins le cas. De plus en plus, dès que vous avez une fragilité sociale, économique, de santé ou autre, vous perdez ce droit à la ville. Et ça, c'est pas possible. Et ça doit être au cœur aussi des préoccupations d'un bailleur social. Et puis je crois que la grande force finalement de cette logique des imaginales, alors je ne sais pas si vous ferez ça tous les ans, ça je laisse la directrice générale définir le rythme, la capacité de mobilisation des équipes, mais en tout état de cause, ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est finalement la capacité d'adaptation que ça génère, en tout cas que ça rend possible. Et très longtemps, les bailleurs sociaux, vu qu'ils avaient l'habitude d'être sur des temps longs, avec des emprunts à 40-50 ans, finalement déroulaient une partition et la réinterrogeaient pas très régulièrement, au risque parfois de se retrouver finalement en décalage avec les enjeux de société auxquels ils devaient faire face. Je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui et c'est heureux, puisque cette capacité d'adaptation en permanence, elle est indispensable. Et au-delà de cette capacité d'adaptation, mais je crois que ça c'est dans l'ADN d'Es Métropole Habitat aujourd'hui, et je ne suis pas déçu de ce qui est présenté. Donc, je vois bien qu'il y a une forme à la fois d'histoire qui se met en place, s'installe, des évolutions aussi qui sont nécessaires, mais je crois que vous l'avez posé, plutôt un principe d'audace, plutôt un principe d'expérimentation, plutôt le fait de prendre des risques, même s'ils sont mesurés, plutôt que des principes de précaution, des principes de frilosité qui finalement ne sont pas très loin d'une forme de renoncement à laquelle peut-être beaucoup aimeraient voir les bailleurs arriver, hein, pour soit mieux prendre leur place, soit proposer que finalement le marché régule tout cela bien mieux que des acteurs publics. Et moi, ça me semble clé que S Métropole Habitat ne soit pas sur cette logique de renoncement dans un moment où on a tellement besoin des bailleurs sociaux. Et puis le dernier point, bon, tout à l'heure, j'ai entendu Paul et Gabriel, je me suis dit, EMH, c'est devenu le cercle des poètes disparus, quoi. Enfin, donc je vais être un peu moins poète, mais pour autant, moi, je crois que, et là, je suis plus sur la question des collectivités, de notre responsabilité. Moi, je crois qu'il faut aussi qu'on propose des scénarios joyeux, en tout cas, qui appellent, quoi. Parce que là, ce qu'on nous propose aujourd'hui, ça ne mobilise pas beaucoup, quoi. Enfin, j'entends les 3 étudiants là, qui s'expriment à la fois avec une grande finesse sur la situation, mais je sens un peu d'inquiétude aussi quand même, y compris une forme de manque de confiance. Pas du tout dans la défiance, mais en disant je vous attends, quoi. Enfin, on attend de voir ce que vous allez faire, parce que ça fait tellement longtemps qu'on nous dit que vous allez faire ça, quoi. Enfin, moi, je crois que notre responsabilité politique, elle est aussi de proposer quelque chose d'un peu différent. Alors, vous m'avez charrié pendant longtemps avec une expression que j'avais eue il y a très longtemps sur finalement, il nous faut construire une expérience sensible et positive quand on est dans le logement. Donc, il faut que je me renouvelle. Donc, j'en ai trouvé une autre. C'est un nouveau bouquin qui vient de sortir. C'est La ville pas chiante. Bon, ben voilà, c'est un nouveau programme, d'accord ? Il faut une expérience sensible et positive. Et puis maintenant, on attend EMH sur comment est-ce que vous nous aidez à faire la ville patiente. Et la ville patiente, derrière le titre, c'est 2 auteurs. Hein, vous regarderez, ça vient de sortir, Ariel Massoungri et Antoine Petitjean. Mais derrière ça, je crois qu'il y a quelque chose de très proche de ce que... C'est Margot, c'est ça, de ce que vous avez dit tout à l'heure là, sur
la ville de la rencontre, la ville des usages, la ville où j'ai l'impression que je peux rencontrer l'autre. Enfin, en tout cas, c'est ce qui met derrière ça. C'est pas juste une forme un peu marrante et pour provoquer, mais c'est vraiment la question de la qualité des usages proposés, la qualité finalement de l'énergie que la ville donne. Pendant très longtemps, la ville, elle a donné des énergies positives parce qu'elle avait un mythe de construction positif autour d'elle. Et aujourd'hui, la ville, la plupart du temps, quand vous interrogez les gens, c'est plutôt devenu quelque chose de négatif. C'est des questions d'isolement, d'insécurité, de pollution, de densité. Enfin, la ville a perdu d'une manière importante cet imaginaire positif. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'imaginaire positif, Italo Calvini, découvert au TNP dans une pièce sur Archipel où il y avait des skateurs et tout ça, mais relisez le texte de 72, c'est assez incroyable sur cet imaginaire autour de la ville. En tout cas, voilà, moi je crois qu'à travers ces imaginales, vous participez à cela. Je ne sais pas si c'est la ville des expériences positives et sensibles ou si c'est la ville patiente, mais je crois en tout cas que c'est nécessaire que d'inscrire ces réflexions dans cette vision à moyen long terme de quelle ville on veut proposer et qu'est-ce qu'on est en train de construire ensemble, puisque je finirai là-dessus. Vous le savez, Villeurbanne, c'est la ville des utopies réalisées, une des villes des utopies réalisées, il y en a bien d'autres, mais je crois que ce à quoi vous vous êtes attelés aujourd'hui avec ces imaginales, c'est bien d'être capable de faire encore des utopies réalisées, de les proposer sur des questions de transition écologique ou sur des questions de transition sociale, et que ça me semble extrêmement important que vous le fassiez, et a priori ça le semble tout autant pour la génération qui arrive, puisqu'elle dit on vous attend, on nous attend, et donc je pense que juste maintenant il faut se mettre au boulot, et en tout cas la base me semble extrêmement solide, et bravo aux équipes d'Est Métropole Habitat et à leurs partenaires. Merci, Monsieur le Président. Donc, on a bien compris le message, c'est de se mettre au boulot. Je crois que c'est un message unanime. Donc, on l'a bien entendu. On va accueillir maintenant en visio Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Bonjour à tous. Bonjour Emmanuelle. Je n'ai pas accès à la caméra, donc vous ne me voyez pas là. Non, on ne vous voit pas, mais on vous entend très bien en revanche. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je pense que vous avez dû entendre le propos de Renaud Père et puis celui de Cédric Van Stevendel. Absolument, absolument. Bon, écoutez, je ne sais pas, vous ne me voyez pas, tant pis, mais je suis bien là. Mais bon, je n'ai pas accès à la caméra, donc tant pis. Je voulais déjà vous remercier pour cette invitation. J'aurais bien voulu être à Lyon, mais c'était impossible pour moi. Et puis, bon, maintenant que les conditions sanitaires, de toute façon, peut-être qu'il était mieux. En tout cas, vous dire que, voilà, je suis vraiment... je vais le dire alors devant l'ancien directeur et la nouvelle directrice et devant donc le maire de Villeurbanne, mais je veux déjà vous dire à titre personnel combien j'apprécie ce que fait EMH et notamment ce que vous cherchez en fait à innover dans le cadre de l'ensemble du métier de bailleur social. Et je dis pas ça parce que vous m'invitez et qu'on se connaît bien et ça, mais j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de venir visiter du patrimoine, rencontrer des équipes de MH, pas mal de sujets dans le cadre de mon travail. Et moi, je suis toujours vraiment très heureuse de voir comment en fait vous cherchez à réinventer le métier de bailleur social, de répondre aux défis qui sont toujours super difficiles quand on est bailleur social. Comment est-ce qu'on peut avancer ensemble et tout ça. Et c'est vrai que voilà, vous à plusieurs reprises vous avez cherché à faire de l'innovation sociale, à associer les locataires, enfin. Et tout ça, c'est extrêmement formidable. Ah, ça y est, j'ai une caméra qui se met en marche. Je ne sais pas si de fait, vous me voyez. Si. En tout cas, c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est combien vous n'êtes pas simplement là pour loger des gens, vous cherchez à accompagner des vies. C'est un peu ce qu'a dit Cédric à l'instant. Vous cherchez à construire en fait sur la durée une certaine vision du logement abordable, de construire la ville, de c'est quoi le vivre ensemble. Et ça, pour moi, c'est extrêmement précieux.
tous les organismes de logements sociaux n'ont pas cette volonté. Vous l'avez et je voudrais vous en remercier. Alors, je crois aussi que si vous l'avez, c'est parce que vous avez des élus quand même qui sont là, qui vous poussent, qui vous challengent. J'ai entendu les exigences du vice-président Renaud Père. Et il a raison, il faut essayer de répondre à des adéquations très difficiles entre loger plus de gens à loyer abordable, répondre aux enjeux de la biodiversité, limiter les émissions de gaz à effet de serre, construire différemment. Enfin, voilà. Quand on a des bailleurs sociaux réactifs, on a envie de tout leur demander. Donc, moi, je trouve aussi formidable qu'on ait des élus qui soient autant engagés sur le logement et vraiment, on sent de la part de la métropole du Grand Lyon une volonté de faire toujours mieux sur ces sujets-là. Je pense que ça, c'est une énergie extrêmement importante pour avancer. Après, je pense que c'est aussi important de le dire et j'ai entendu là, à la fin des discussions avec les étudiants qui tout à l'heure ont fait part de leurs envies auprès de MH. C'est à nous de trouver des solutions, même quand on a peu de moyens ou quand on a peu de difficultés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que bailleur social, on est acculé à résoudre des tas de sujets en même temps. Répondre aux besoins de logement, construire avec des loyers toujours très modérés, répondre à des problèmes urbains, essayer d'améliorer la vie dans nos résidences, mais c'est aussi accompagner nos locataires sur beaucoup de sujets, que ce soit la prévention de la discrimination, l'aide en cas de drame dans la vie, ou je pense à des situations de violence, mais c'est aussi essayer de transmettre des valeurs du vivre ensemble à l'occasion de nos programmes de logement, et puis aussi défendre nos locataires. C'est-à-dire que quand on fait du logement social, on est souvent un peu, malheureusement, mis en cause parce que dans nos résidences, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des situations d'insécurité, mais parce qu'en fait, la société est comme ça, et qu'en fait, dans nos résidences, ce qu'on y voit, c'est la société. Et moi, je veux dire à travers ça que tout le travail qui est fait là par EMH, y compris ces réflexions, la crise imaginale, c'est aussi un moyen de montrer la France telle qu'elle est. Comment est-ce qu'on essaie de répondre à ces enjeux-là et comment on veut toujours faire plus et faire mieux. C'est-à-dire continuer à être tout en mouvement pour répondre à ces besoins de logement, mais aussi à ces nouvelles aspirations de vie. Et on voit très bien que aujourd'hui, ce qui se passe dans l'ensemble de la métropole de ce côté-là est très fort. Donc voilà, c'est quelques réflexions que j'aurais juste voulu dire et remercier y compris S Métropole Habitat pour en fait la manière dont il va pousser d'autres bailleurs sociaux à réfléchir, moi-même me pousser à aller plus loin dans les réflexions que porte l'Union sociale pour l'habitat. Vous dire en tout cas que cet engagement très fort pour le logement social, le logement HLM, le logement à loyer modéré, est pour moi un enjeu essentiel pour continuer justement à faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble tous dignement et qu'on ne se ruine pas tout simplement pour se loger. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuelle Cos. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous en visio depuis Paris, j'imagine. Bon après-midi, je sais que vous avez un emploi du temps qui était très contraint et comme on a un petit peu de retard, je pense que vous êtes... Pas de souci. Voilà. Merci beaucoup à vous. Alors, avant de clore cette plénière, on souhaitait vous partager, et c'est Paul Sachot qui va s'y coller, les quelques herbes folles. Alors, ces idées un peu ou complètement dingues qui ont émergé des ateliers. Alors, je le disais tout à l'heure, elles ne sont pas forcément toutes directement applicables, mais promis, pour certaines d'entre elles, on va y réfléchir très sérieusement. Paul, je te laisse. Merci beaucoup, Cécile. On était avec Cécile Delolme juste avant et malheureusement, elle ne pourra pas du tout venir. Voilà. Dans les herbes folles, effectivement, il y a eu beaucoup, près de 1620 idées. Et dans ces 1620 idées, nous avons eu des pépites. Mais ça aurait été dommage de ne pas vous les présenter. Alors, on ne vous a pas tout présenté, mais il y a quand même pas mal d'idées. Il y a eu des idées qui ont été proposées de remettre des cours de bricolage à l'école. Voilà, que vraiment tout le monde puisse savoir bricoler, que ce ne soit pas la panacée de certains. Ensuite, alors, il y a tout un ensemble, on va dire, qui est assez cohérent sur des représentants non humains dans les assemblées.
Certains ont proposé un écologue dans la gouvernance d'Est Métropole Habitat, des animaux et des plantes dans les jurys. Alors l'idée, c'est pas forcément notre Fressier qui va pouvoir nous donner son avis tout de suite, mais c'est plutôt d'être accompagné d'écologues ou de naturalistes qui vont pouvoir nous donner un prisme et nous dire attendez, les cocos, vous êtes juste en train de déraper, c'est pas du tout ça qu'il faut. Là, vous respectez pas du tout les plantes, vous respectez pas du tout la faune, donc il faut peut-être changer votre projet. Donc ce prisme-là est ressorti assez souvent. Ensuite, il a été proposé à un moment un congé citoyen où on rend, chez Est Métropole Habitat, on rend des RTT. Au lieu de les rendre en journée travaillée, ça serait de pouvoir proposer de prendre ce temps-là pour aller participer à des nouvelles formes de concertation, soit chez EMH, soit dans d'autres lieux, tels que la mairie de Villeurbanne, qui propose régulièrement des temps citoyens autour de la médiation. Donc voilà, cette réflexion-là est portée et nous a inspiré quand même. Bon, là, après, l'idée sur les matériaux, on est sur élevage de moutons, dont la laine servira à isoler les bâtiments. Pourquoi pas? Il faudra un sacré cheptel, parce que vu les projets qu'on a prévus, construire des immeubles oignons dont les façades vont changer de couleur en fonction des températures. Si j'ai une température importante, je vais avoir une couleur qui va être plutôt claire. Et si j'ai une température plutôt fraîche, plutôt un bâtiment un peu plus foncé, histoire de pouvoir adapter la température de couleur à la température extérieure. Ensuite, bon là on était parti, après il y en a qui étaient un peu fatigués, ils nous ont proposé de planter des cannes à sucre récoltées et en faire du rhum. Alors d'autres ne sont pas restés sur cette fin-là, ils ont dit pourquoi pas proposer de planter du houblon sur des façades végétalisées et de le récupérer pour en faire de la bière locale. Comme quoi tout est possible. Certaines personnes ont osé de manière assez ambitieuse de dire en fait à chaque fois, on vous demande de changer les baignoires pour en mettre des douches. Si on arrêtait définitivement les baignoires et on passait que aux douches. J'avoue, j'ai un petit bout. C'est quand même pratique, les baignoires, pour lui donner le bain. Mais il y a des astuces, effectivement. Il y a des possibilités. Alors là, celle-là, elle est assez perchée, j'avoue. Il m'a fallu un peu de temps pour la comprendre. Mais récupération de l'énergie cinétique de la descente de l'eau pour produire de l'électricité. J'ai une petite roue qui fait que si on fait nos besoins, ça fait actionner la roue qui vient actionner une dynamo qui vient récupérer l'énergie de la chute des produits qui tombent dans la canalisation. On avait déjà l'idée de la récupération de la chaleur sur les eaux grises, mais là, comme quoi, tout est possible. Et on va dire, on a gardé un peu le meilleur pour la fin parce que on est dans la joie, on est dans l'espérance et les gens nous ont dit au bout d'un moment, on sera arrivé à un tel niveau de confiance, à un tel niveau de bienveillance qu'au bout d'un moment, il n'y aura même plus besoin de serrure ni de porte d'entrée dans nos logements parce qu'on sera dans la confiance. Voilà, donc je pense que c'était important qu'on reste sur cette note-là. Voilà, c'était les pépites. Merci Paul. Effectivement, des choses un petit peu perchées. Comptez sur moi quand même pour faire redescendre tout ça sur Terre. Voilà, en tout cas, ces herbes folles, elles traduisent quand même l'imagination de tous les participants durant ces ateliers. Et à nouveau, un grand merci à vous tous. Alors voilà, on arrive au moment de la conclusion, de la plénière de conclusion. Donc là, on arrive au bout du bout. Mais je voulais rappeler quand même quelques éléments forts sur l'esprit qui a été le nôtre pendant ces 2 dernières semaines. D'abord, on avait passé un contrat. C'était que ces imaginales, elles se devaient être autre chose qu'un simple espace de réflexion, que c'était bien d'ouvrir les chakras, d'avoir effectivement laissé place aux herbes folles, mais l'objectif c'était quand même de passer à l'action et c'est vraiment dans cette optique-là que nous avons travaillé pendant ces 2 semaines. Alors aujourd'hui, on vous a présenté des grands engagements, il reste encore, vous l'avez compris, beaucoup à écrire. Mais je crois que l'on a posé des jalons et qu'on va maintenant travailler à les approfondir pour vous en faire une restitution plus précise. Alors nous avons, je crois, l'humilité de penser qu'on ne sauvera pas seul la planète. On aimerait bien, mais il faut se rendre à l'évidence. Mais en tout cas, je crois qu'on a la conviction que nous sommes une partie de la réponse et nous allons donc nous atteler à apporter des solutions. Alors bien évidemment que nous devrons construire de manière partenariale, mais en tout cas, on prend les choses à bras le corps et on va proposer des choses pour les prochaines années. On a aussi la certitude qu'en tant que maître d'ouvrage,
d'ouvrage, bailleurs, employeurs, gestionnaires, on a une place à prendre, mais qu'on ne peut pas la prendre seule, que nous devons la prendre avec les locataires, avec les élus, avec les constructeurs, avec les associations qui vont nous aider à mener à bien ce projet. On a donc la conviction que c'est par la coopération et non par la concurrence que l'on va réussir à construire du commun, en mettant notre expérience, nos réflexions, nos réflexions au service de l'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Vous avez compris, vous l'avez compris, on va devoir faire différemment. On l'a résumé comme ça, plus avec moins malheureusement, mais en essayant de faire mieux. Et ça passera forcément par quelques ruptures dans notre manière de penser notre action, mais aussi probablement de la réaliser. Et nous devrons faire ça dans un changement le plus enthousiaste et positif possible, parce que ça aussi, c'était vraiment quelque chose que l'on souhaitait faire lors de ces imaginales. C'était effectivement ne pas adosser ces transformations à quelque chose de négatif, voire punitif. Et je crois qu'il n'y aurait rien de pire pour qu'on soit sûr de ne pas réussir ce qu'on s'est donné comme objectif. On a donc l'intention d'asseoir ces transformations sur deux éléments qui sont importants, qui ont été aussi rappelés par les étudiants tout à l'heure, la question de la confiance et la question du droit d'expérimenter. Et c'est là un rebouclage parfait avec notre projet stratégique Permis d'agir, parce que c'est un élément fort que l'on a déjà identifié dans le cadre de ce projet. Ça veut dire prendre le temps d'écouter nos partenaires, ça veut dire aussi accepter de faire des erreurs. Ça a été dit tout à l'heure, c'est important d'essayer des choses et d'accepter de faire des erreurs, d'analyser ces erreurs, de les partager aussi. C'est toujours aussi important, je crois, de partager les réussites que de partager les erreurs. Donc d'être finalement en capacité de se réinterroger et de s'adapter au contexte qui est le nôtre. Voilà ce qui a fondé dans l'esprit les Imaginales et donc nos engagements d'aujourd'hui. Je veux vous dire que c'est ce qui guidera notre action et là aussi c'est un nouvel engagement que je prends. Alors avant de clore cette plénière, je voudrais faire quelques remerciements chaleureux. D'abord à nos locataires et partenaires qui ont participé aux ateliers et qui ont largement contribué à la richesse de la production. Aux intervenants du jour, Emmanuel Cos, Renaud Père et Cédric Van Stevendel. J'ai aussi une pensée pour Cécile Delhomme qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Je remercie aussi tout particulièrement les étudiants qui étaient présents avec nous aujourd'hui, mais aussi les jeunes des Cités d'Or qui ont tourné les vidéos, et puis une petite dédicace à la tribu du Verbe qui nous a fait un magnifique slam en plénière d'ouverture que je vous invite à regarder. Voilà. Et puis à nouveau un immense merci à Généraux Studio, donc à toute son équipe pour la technique et au groupe projet pour à peu près tout le reste. Vous êtes juste géniaux. Voilà, petite promo finale par la com avant de vous quitter. Vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos des heures fertiles et des plénières d'introduction et bientôt de conclusion sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc on va formaliser ces engagements et promis, on se retrouve, Émilie, je vais dire plutôt fin du premier trimestre 2022, sinon ça va lui mettre trop la pression. Donc avec ce tout nouveau, tout beau livret de l'habitat fertile. Donc je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous.